Salut Serge. Bonjour. Alors quand et comment en es-tu arrivé à t'intéresser au Mokolomembe? En fait, déjà dans mon enfance, j'ai toujours été passionné par les dinosaures, bien avant la mode de Jurassic Park. Et en étant adolescent, j'ai lu les livres de Bernard Heuvelmans, qui est en quelque sorte le pape de la cryptozoologie. C'est lui qui a inventé le terme, et c'est lui qui l'a vraiment popularisé. Et dans ses livres, il disait, entre autres, qu'il y avait la possibilité d'un dinosaure vivant toujours dans le bassin du Congo. Donc ça m'a toujours passionné, et le temps voulant, une fois en retraite, je suis parti au Cameroun avec Michel Ballot, dont on reparlera, pour photographier les gorilles. Je savais que Michel s'occupait de recherche du Mokellemembe, et on a sympathisé, et il m'a proposé de faire partie de ses expéditions. Et à l'heure actuelle, je suis parti 5 fois avec lui, à la frontière du Cameroun et du Congo-Brazza, à la recherche du Mokellemembe. Ok, donc avant de revenir en détail là-dessus, ça me semble vraiment important de faire quelques rappels un peu généraux pour les auditeurs avant de vraiment plonger dans le sujet. Donc Serge, tu as dit le mot dinosaure. C'est en effet le terme qui revient le plus souvent pour décrire cette créature. Parce que la majorité des gens n'ont pas du tout connaissance de ce qu'est le Mokolomembe. Oui, ça. Tu dis ça aux gens, tu leur parles chinois en gros. Donc on va d'abord dresser un portrait robot un peu général de la créature. Et je pense qu'on peut peut-être partir de la traduction littérale de ce nom. Voilà, donc dans la langue bantoue, Mokellemembe signifie celui qui détourne ou qui trouble la rivière. Parce que comme c'est un gros animal, on va le décrire tout à l'heure, quand il fait surface, il crée d'importants remous, et comme il attaque les pirogues, bien qu'il ne soit pas carnivore, les habitants locaux en ont peur. Il est très craint par la population. Alors, l'animal qui bloque l'écoulement de la rivière, en gros, Mhm. ça nous donne déjà une idée de la taille. Ouais. On parle de la taille d'un éléphant. Pour en avoir une idée assez nette, il suffit d'imaginer un petit éléphant, un éléphant de forêt, un peu moins grand que les éléphants de plaine, donc un quadrupède, aux pattes griffues, avec un long cou, une tête serpentiforme et une longue queue. Donc la description nous donne effectivement l'aspect, je dis bien l'aspect, d'un dinosaure sauropode, genre Diplodocus, Brontosaure, etc. Ce que tu viens de dire, Serge, est très important. Parce que c'est vrai qu'à cause de l'imagerie populaire et du fait que c'est un sujet qui est mal médiatisé, on parle souvent d'un dinosaure, comme le Brontosaure par exemple. Mais non, ça ressemble à un dinosaure. Absolument. Donc, tu vas me reprendre si je dis des mais ça pourrait être un mammifère inconnu ou un reptile qui ressemble à un dinosaure. Absolument, oui. On n'a aucune preuve que ça puisse être un dinosaure, et certains paléontologues qui suivent nos travaux nous ont dit que ça ne peut pas être un dinosaure, ceci ayant disparu il y a 65 millions d'années. Donc qu'on soit clair, ça ne peut en aucun cas en être un. Ah, on n'en est pas sûr. On ne sait pas ce que c'est. Moi, quand on me pose la question, je réponds, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut effectivement être un mammifère, ça peut être un reptile genre varan, qui aurait... Parce qu'il y a eu des varans en Australie qui faisaient jusqu'à 8 mètres de long. Donc un peu plus grand, celui-là doit faire entre 10 et 15 mètres. Ça pourrait être un varan que l'évolution aurait poussé à avoir un cou très long pour qu'il aille cueillir les fruits, par exemple. Mais pourquoi pas un des derniers dinosaures survivants, on n'en sait rien. Mais d'un point de vue paléontologique, est-ce que c'est pas aberrant de dire qu'il pourrait s'agir d'un dinosaure? Les dinosaures sont supposés éteints, non? Oui, mais le sélacanthe était supposé éteint aussi depuis, si ma mémoire est bonne, 150 millions d'années, et puis on en a retrouvé, et ils sont encore vivants, donc disons que c'est pas, à mes yeux, impossible. D'accord. Ou un dinosaure qui aurait évolué avec le temps, naturellement. C'est pas... Donc je vais faire un petit rappel un peu général sur la cryptozoologie. Comme c'est souvent très mal médiatisé, on va essayer d'être très clair. On va dire que pour l'instant,
on n'a apporté aucune preuve incontestable de l'existence du Mokolomembe. Donc pour la science, il n'existe pas. Les scientifiques veulent bien considérer qu'il peut exister, mais tant qu'on ne leur aura pas amené une preuve matérielle irréfutable, pour le moment, non, il n'existe pas. Comme tous les cryptides ce sont le nom donné à ces animaux mystérieux que la zoologie officielle n'a pas encore enregistrés. Tant qu'il n'y a pas de preuve absolument formelle, la science ne les reconnaît pas. Donc comme tous les cryptides, le Mokolomembe n'est répertorié dans aucun manuel de zoologie. Absolument. Alors je crois qu'il faut apporter une précision aux auditeurs, donner une information qui est souvent très méconnue du grand public. C'est que si le monde scientifique rejette officiellement l'existence du Mokolomembe, il y a quand même des paléontologues de renom, des experts de très haut niveau, qui vous soutiennent dans l'ombre. Ils ne peuvent pas le faire officiellement parce que c'est pas bien vu, et ça pourrait aussi nuire à leur carrière. Ça, je peux vous dire que c'est la même chose pour toutes les autres créatures cryptozoologiques, Oui, bien sûr. notamment pour le Bigfoot. Oui, tout à fait. Ils sont intéressés par nos recherches, mais ils ne sont que témoins. Ils ne sont pas acteurs de ces recherches. Mais ça les intéresse vraiment. Et entre autres, ils disent que, donc pour les paléontologues, entre autres, Eric Buffetot, et lui dit que ça n'est pas un dinosaure, mais que quel que soit l'animal, le jour où éventuellement on le trouvera, ce sera une découverte scientifique extrêmement importante. Déjà, vu la taille de l'animal, vu le milieu dans lequel il vit, ce sera une découverte qui fera date. Ouais, donc là, les scientifiques seront bien contents d'examiner cette créature, mais pour l'instant, ils restent très prudents. Ah, très prudent. Ils veulent pas se mouiller. C'est un peu dommage parce que du coup, certains cryptozoologues passent un peu pour des farfelus, oui. Parfois. Parfois, oui, bien sûr. Mais dans l'ombre, il y a quand même des scientifiques de renom qui suivent leurs travaux de près. Oui, tout à fait, oui. Alors maintenant, on va aborder un autre point qui est très important, je trouve, en cryptozoologie. Ça concerne pas uniquement le Mokolomembe, mais un peu toutes les créatures mystérieuses. C'est que, dans le cas du Mokolomembe, comme pour l'Yéti par exemple, c'est que les premiers à en avoir parlé sont les autochtones. Donc dans le cas du Bigfoot par exemple, il y a eu les Indiens d'Amérique. Là, pour le Mokolomembe, ce sont les Pygmées. Ce sont les premiers qui ont parlé du Mokolomembe aux missionnaires, aux explorateurs et aux militaires qui sont arrivés en Afrique centrale. Oui, les premiers témoignages ont été ramenés par un officier allemand qui explorait en 1913 cette région qui à l'époque était sous domination allemande. On en a peu parlé parce que la guerre de 14 a tout de suite éclaté après, donc l'expédition est passée sous silence, disons. Et tous les témoignages que nous recueillons, ce sont soit les Pygmées, soit les Bantous, puisqu'ils cohabitent dans la même région, qui voient régulièrement l'homme Mokolomembe. Et pour eux, c'est un animal qui est connu, parce que tous les cryptides, en fait, sont connus des locaux, des habitants de la région dans laquelle vivent ces êtres, et pour eux, c'est un animal parmi d'autres, mais qui n'est pas encore reconnu. Un animal rare, que l'on ne voit pas souvent, mais les témoignages, année après année, ça s'additionne. Et puis ce sont des témoignages crédibles, parce que les Pygmées, ils ont une connaissance approfondie de la forêt. Ah, les Pygmées, oui, ça, en forêt, ils sont chez eux, c'est vraiment les meilleurs pisteurs, les meilleurs connaisseurs de la forêt. Pour une expédition dans la forêt, il ne peut pas partir sans Pygmées. C'est absolument nécessaire. Alors, petite précision, les Pygmées, ils sont de petite taille, je crois. Oui, 1m50, 1m60. Et on en trouve dans plusieurs pays d'Afrique, Oui, là, ce sont les Pygmées Baka, qui sont donc à cheval sur le Congo, le Cameroun et un peu en Guinée. On trouve aussi des Pygmées dans le nord du bassin du Congo, en Ituri, qui sont une autre tribu. Mais chez nous, c'est les Baka. Alors non seulement ils savent beaucoup de choses sur la forêt que nous, on ignore, mais je pense qu'en plus, ils n'ont aucun intérêt à mentir. Non, parce que la plupart des témoignages sont bénévoles, ils n'ont rien à gagner.
Et quand on les interroge, ils nous disent, aussi bien les pêcheurs bantous que les pygmées, ils disent, oui, on l'a vu, là, il y a 1 an, tel endroit s'appelle Attention, parce qu'on sait qu'il est dans ce secteur-là, ou du moins qu'il y a été. Donc tout ce qu'ils nous citent, ce sont forcément des animaux. Ils connaissent très bien les gorilles, les chimpanzés. Ce sont toujours des animaux réels. Et quand ils nous citent le Mokele Mbé, c'est la même chose pour eux. C'est un animal parmi tant d'autres. Pour eux, il n'existe pas d'animaux imaginaires, en fait, c'est ça? Pour les pygmées. D'accord. Dans leur imaginaire, il n'y a pas de bestiaire Fantastique. d'animaux. Alors que les bantous, c'est différent. Les bantous, ils ont beaucoup de croyances, de superstitions, qui se mélangent un peu d'ailleurs avec les témoignages réels. Ah. Les bantous, ce sont des Africains de taille normale, qui vivent dans tout le Centrafrique et dans l'ouest de l'Afrique, et qui d'ailleurs ont assujetti les pygmées, voire même dans le temps réduit carrément en esclavage. Donc eux, ils ont des croyances un peu surnaturelles. C'est vrai que la sorcellerie, le vaudou, ça vient de là-bas. Hein. Oui, la sorcellerie est très active chez eux. Ah ouais. Il faut pas plaisanter avec ces choses là-bas. Ouais. Et oui, il y a des mythes, il y a des... On nous a dit, oui, mais ça peut être un homme de valeur, un sorcier qui se transforme pour devenir le Mokele, ou pour devenir un éléphant, ou pour devenir un gorille. Et la croyance est très répandue. Ah en Afrique, énormément, oui. Même chez des intellectuels. On a été surpris de certaines conversations avec des gens qui ont fait des études, qui ont un niveau intellectuel assez élevé, et on sent que ça persiste. C'est vrai qu'on retrouve ce mythe de l'homme qui se transforme en animal un peu dans toutes les cultures. Hein. Oui. Le loup-garou, chez nous. En Europe, on a eu l'homme qui se transformait en loup. Et en Afrique, c'est l'homme qui se transforme en une créature un peu plus exotique. Oui, tout à fait. Et faut se rappeler que le vaudou, qui est très très présent à Haïti, centrale, ça a été importé par les Africains, quoi. Donc, mais en ce qui concerne les pygmées, ils n'ont pas d'imaginaire, pas de bestiaire fantastique. Non, c'est ça. Il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est que les pygmées nous font des croquis assez précis de l'animal. Oui, ils tracent dans le sable avec un petit bâtonnet un animal qui ressemble toujours à la description que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire un quadrupède avec un grand cou, une longue queue, parfois des épines tout le long de la colonne vertébrale, mais pas toujours. Alors est-ce un dimorphisme sexuel entre mâle et femelle qui ferait une différenciation? C'est une des hypothèses. Le Mokele n'est pas toujours décrit avec ses épines dorsales, proche que comme un poisson un peu, et qui serait souple et qui se replierait, mais pas dans toute la description. Là, ça rappelle énormément le dinosaure. Hein. Oui, il y a des dinosaures qui avaient cette espèce de voile sur le cou, le dos et la queue. Donc la femelle serait un peu plus coquette. Peut-être. C'est peut-être un atout de séduction, je sais pas. Oui, on sait que chez certains animaux, ça fait partie de la parade prénuptiale. Peut-être plutôt le mâle alors. C'est plutôt le mâle, oui. Ouais. Là, ça sera plutôt le mâle qui aurait les... Comme le pan. Comme le pan, qui fait le beau. Tétrade. Alors on va continuer sur les pygmées. Les pygmées décrivent le Mokele Mbé comme l'animal qui domine la forêt. Oui, qui domine la forêt, qui domine la rivière surtout. Parce qu'en fait, on le voit sur les rivières. C'est un animal semi-aquatique. Et presque à chaque fois qu'il est observé, c'est dans un fleuve, dans une rivière. Il émerge, replonge, des fois déchire les filets. Mais il n'y a pas que les pygmées qui le voient. Les pêcheurs bantous nous ont donné beaucoup de témoignages, et des témoignages récents. Par exemple, la première fois que je suis allé à Salapoumbé, qui est notre base arrière, il y a un pêcheur qui avait vu le Mokele un mois avant, à 20 km d'où on était. Donc c'était quelque chose de très, très récent, très proche dans le temps et dans l'espace. Alors moi j'ai entendu dire que les pygmées craignent le Mokele Mbé. Oui, tout à fait, ils le craignent. Qu'ils le voient rarement. Ils le voient rarement, oui, puisque c'est un animal qui d'une part est rare et qui vit dans la rivière, donc...
Et ils évitent d'aller dans les zones où il vit. Oui. Ça n'empêche pas les pêcheurs de continuer à pêcher dans la rivière, mais quand ils en voient un, ils se sauvent, hein, ils vont tout de suite à terre et ils se sauvent. Parce que le Mokele-mbembe attaque les pirogues. Et on pense que c'est une réaction territoriale. Il défend son territoire, alors qu'il n'est pas carnivore. Hein, Il serait herbivore. Il serait herbivore, peut-être omnivore, on suppose qu'il peut peut-être manger du poisson, mais il n'y a rien de sûr. Mais par contre, il a un instinct territorial très développé, et un des repères pour savoir si la rivière est susceptible d'abriter un Mokele-mbembe, c'est qu'il n'y a pas d'hippopotame. Parce que le Mokele attaque et tue les hippopotames pour garder son biotope, parce qu'il partage avec les hippos. Hein, ils vivent dans les mêmes endroits, et le Mokele les attaque. Et quand on a, comme dans le Dja où nous allons, une non-présence d'hippopotames, il n'y en a aucun, alors que dans d'autres rivières plus au nord, on en a vu, c'est une des preuves que le Mokele vit dans cette région. Il a détruit les hippopotames qui vivaient là. Moi j'ai lu qu'il y avait aussi moins de crocodiles. Dans le Dja, il y a des crocodiles. On en voit régulièrement, donc... Mais le crocodile étant carnivore, il n'est pas dans le même biotope que le Mokele, qui lui est herbivore. Alors que l'hippopotame, lui, il y est. En tout cas, s'il les attaque pas, il les fait fuir, ça c'est sûr. Oui. Moi j'ai entendu dire qu'il était un peu aussi au sommet de la chaîne alimentaire. Ah, vu sa taille, oui. Mais comme il se nourrit de plantes et surtout de fruits. Donc il se nourrit de fruits d'une sorte de pommes, hein, qui poussent sur les arbres qui sont le long de la rivière, et avec son long cou, on a des descriptions comme quoi il va, un peu comme une girafe, manger ces fruits-là. Donc on le voit rarement sortir de l'eau. Sortir complètement de l'eau, c'est rare, oui. Il y a des descriptions, mais généralement, les descriptions qui concordent, on voit d'abord le dos qui sort de l'eau, et après la tête qui remonte. Donc il est essentiellement dans un habitat aquatique. Oui. Ou du moins, on le voit dans un habitat aquatique. Parce qu'il faut bien voir que tout autour, les forêts sont tellement denses, plus personne n'y va, donc elles peuvent abriter un troupeau de brontosaures sans que personne puisse s'en inquiéter. Alors avant d'aller un peu plus loin dans le détail concernant tes expéditions, je voudrais en finir avec les pygmées, et rappeler encore l'importance du témoignage des autochtones. C'est qu'il y a un certain nombre d'espèces animales qui étaient connues au départ uniquement donc par les autochtones, les habitants natifs de ces régions, Oui, tout à fait. et qui ont été reconnus officiellement ensuite par la science. Et il y en a un paquet d'animaux comme ça. Oui, dans la région du bassin du Congo, il y a entre autres le capi, qui a été découverte officiellement dans les années 1905, je crois, et qui avait été décrite avant par les Pygmées, et qu'on a réellement trouvé au début du XXe siècle. Il y a aussi le gorille des plaines, qui restait longtemps inconnu, et qui était très bien connu des Pygmées. Gorille des montagnes aussi. Le gorille des montagnes, oui, dans l'Ituri. Et tous les indices donnés par les autochtones, enfin les Pygmées en l'occurrence, se sont révélés exacts. Oui. C'est des grands observateurs de la nature, hein, puisqu'ils vivent immergés dans la forêt. Enfin, ils vivaient, parce que de plus en plus, ils se sédentarisent. Oui, de plus en plus, ils se sédentarisent au bord des pistes, et ils vivent plus ou moins bien maintenant. On essaie de les fixer, alors que leur vie, c'est la forêt. C'est des nomades, des chasseurs, des pisteurs, des piégeurs. Je crois qu'il y a un gros problème, notamment par rapport à la survie de la culture des Pygmées, qui est un peu menacée par la modernisation, et puis... Oui, tout à fait. Alors ils sont détruits par la maladie, puisque maintenant, il n'y a pas que d'ailleurs, enfin le sida fait des ravages dans cette région-là. Par l'alcoolisme aussi. Ils boivent beaucoup. Comme les Indiens d'Amérique. Ouais, tout à fait. Tout doucement, leur civilisation, leurs coutumes disparaissent.
Ils n'ont plus le droit de chasser le gros gibier, qui avant était leur source principale de nourriture. Alors, c'est un peuple qui tout doucement disparaît. Ouais, c'est bien triste. Donc je voulais quand même rappeler aux auditeurs qu'il y a beaucoup d'animaux dont on a reconnu l'existence, mais qui au départ étaient supposés complètement fantaisistes. Oui, tout à fait. Oui. Pareil, le dragon du Komodo, Oui, le dragon de Komodo, oui. le Saoula au Vietnam, bref. On a trouvé il y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà, c'est dit, c'était important de le rappeler. Donc maintenant qu'on a présenté un peu le phénomène du Mokellembe de façon générale, on va parler de tes expéditions. Donc tu en as fait 5. Alors pour les auditeurs, déjà, on va situer l'endroit où ça se passe. Alors, c'est au Cameroun, dans le sud-est du Cameroun, à la frontière du Congo-Brazzaville et proche de la Centrafrique. On se pose à Yaoundé, la capitale. On a un minimum de 2 jours de 4x4, donc une journée de piste pour descendre jusqu'à Salapoumbé, où se trouve un hôpital tenu par des sœurs, qui nous sert de point de départ. Ensuite, on a encore une journée de 4x4 pour aller au bord du Dja, la rivière que nous explorons. Une journée de pirogue pour monter à Ndongo. Ndongo, c'est un petit village, au bout d'une piste, et après, il n'y a plus rien. Et c'est de là que nous partons. On est hébergé dans un bâtiment du WWF, et nous partons de là, en pirogue, pour remonter le Dja, jusqu'aux chutes d'Unki. Arrivé aux chutes d'Unki, il y a un ancien camp de pêcheurs qui nous sert pour monter nos tentes, et de là, on rayonne soit sur le Dja, soit on va maintenant monter au sommet des chutes d'Unki. On a réussi à le faire l'année dernière, on y est retourné cette année, et en haut, là, c'est une zone inexplorée. Pratiquement, on est les seuls Européens à aller à cet endroit-là depuis des décennies. Alors, la superficie de la zone de recherche. C'est tout le long de la rivière, sur facilement 50 km. Le Mokele est signalé sur le Dja, là où nous partons, et tout le long du Dja, il a été signalé, mais des fois dans des temps, il y a plusieurs années. Donc là, on est dans une zone entre le Cameroun et le Congo. À combien de distance de la mer est-on ? La distance, je ne saurais le dire, mais le Dja est un affluent de la Sangha, qui elle-même est un affluent du Congo. Et on est très loin de la mer. D'accord. Ok. Disons qu'à vol d'oiseau, on doit être pas à 300-400 km de la mer. D'accord. C'est une zone marécageuse aussi ? Non, c'est une zone de forêt. Il y a quelques marécages, mais c'est principalement une zone de forêt, très dense, où plus personne ne pénètre, puisque les pygmées n'y vont plus. Les pêcheurs qui remontent de temps à autre en pirogue, mais pirogue à la pagaie, nous on a un moteur, jusqu'aux chutes d'Unki, nous ne le font pratiquement plus non plus, et de toute manière, personne ne va au-delà des chutes. Parce que les pirogues on peut pas les monter là-haut, donc... Donc c'est des centaines de kilomètres carrés de forêt, quoi. Ah oui, tout à fait. La zone, on avait estimé, avec Michel, que la zone dans laquelle se trouve le Mokellembe, parce que c'est une espèce, c'est pas un seul animal, naturellement, ça forme un espèce de croissant qui part du Gabon jusqu'au nord du Congo, qui ferait environ 100 km de large par 400 km de long. Ouais, c'est énorme. Le tout étant recouvert de forêts quasi impénétrables, et on ne peut s'y déplacer que par les rivières qui permettent de naviguer. C'est de la forêt vierge. La forêt vierge, quasiment, oui. Donc tu as parlé des chutes Enki. Quelle est la hauteur de ces chutes ? Elles sont pas très hautes, ça fait une trentaine de mètres à peu près. Mais c'est suffisant pour créer un barrage infranchissable au bateau. Les pirogues, on peut pas les... Donc on est obligé de mouiller notre pirogue au pied des chutes, en l'arrimant bien. Il y a 2 ans, j'ai été le premier à réussir à monter là-haut,
Ce qui est pas très difficile d'ailleurs. Enfin, En escaladant, en escaladant les chutes, oui. Enfin, à côté des chutes. t'aurais dû planter un drapeau, tu vois. Ah oui, oui, mais j'en avais pas sur moi, donc. Et on y est retourné cette année, là, on était plus nombreux, on est monté en haut, on a commencé à progresser le long de la rivière, parce qu'on y va à la saison sèche. À la saison des pluies, d'une part c'est très difficile à vivre, et le fleuve est vraiment en crue, et C'est dangereux, hein. ça peut être dangereux, et les chutes d'Unki recouvrent toute la forêt, on peut plus marcher sur le bord de la rivière. Alors que quand l'eau est basse, là, on marche dans les rochers qui sont... Mais ça continue en cascade. Donc on ne sait pas... Et comment êtes-vous sûr que ça n'a jamais été exploré avant? Ça a été cartographié, hein, donc il y a des gens qui sont allés, quoique j'ai des cartes de l'IGN qui sont précises. Donc ces chutes, Enki, sont très peu fréquentées, hein. À l'heure actuelle, personne n'y va. La plupart des pêcheurs ne vont pas si loin. On a connu un vieux pêcheur qui nous a donné un témoignage sur le Mokele qu'il avait vu au pied des chutes. Témoignage très, très détaillé, ah oui, oui. Il prenait sa douche. Non, ils étaient en train de pêcher. Ils étaient remontés, ils avaient mis 5 jours en pirogue à la pagaie pour remonter jusqu'à là-haut. Et ils avaient déjà fait une bonne pêche, parce que naturellement, là-bas, c'est pas très pêché. Et ils ont vu le Mokele sortir de l'eau à quelques dizaines de mètres. Ils se sont sauvés dans la forêt. Ils ont attendu qu'il s'en aille. Et il était entre autres avec son neveu. Son neveu voulait continuer à pêcher. Et le vieux leur a dit non. On a eu de la chance jusqu'à maintenant. On a du poisson. On rentre. Comme quoi, ils craignent le Mokele. Ils pêchent quoi comme poisson? Alors, au camp où on est allé, on a pêché en amorçant avec du savon. Un gros morceau de savon sur un gros hameçon. Tu vois la douche, je te parlais de la douche. Le savon. On a pêché un gros silure. Donc comme on est plein d'imagination, on l'a appelé le camp du silure. Alors ils pêchent des silures. C'est énorme le silure. Il y en a des très gros, oui, il y en a des très gros. Et vous l'avez mangé? Oui, on l'a mangé, oui. Le ravitaillement, on y viendra peut-être, c'est aussi un problème là-bas. Marc, il devait être... il était frais. Hein. Il était pas pollué celui-là. Hein. Non. C'est pas très bon comme chair, mais enfin. Ça, c'est Et puis il y a d'autres poissons dont on connaît, qui ressemblent un peu à des brochets, à des tanches. Mais les poissons d'eau douce, en général, c'est pas terrible. Non. Puis surtout le silure, c'est un poisson de vase. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Quoi. Mais bon, quand on a que ça. Et au moins, il y a de quoi becter. Hein. Oui. C'est assez énorme comme poisson. Ouais, D'accord. Donc, quand on monte au sommet de la chute, on arrive dans une zone en amont qui est quasiment inexplorée, quoi. Oui, quasiment. Ou du moins où plus personne ne va. C'est ce que Marie Voignier, qui a fait un film sur les travaux de Michel Ballot, qui s'appelle l'hypothèse du Mokele Membe, appelait des zones grises. On n'a plus de zones blanches sur les cartes, terra incognita comme il y avait jadis, mais il y a des zones dans différents pays où plus personne ne va, pour diverses raisons. Il y en a entre autres en Amazonie, où les protecteurs des Indiens ont décidé de ne plus y aller. Il y en a en Sibérie, des zones qui ont été abandonnées, et dans le bassin du Congo, il y a plusieurs endroits comme ça, où plus personne ne va. Puis ce sont aussi des territoires tellement vastes que l'homme ne peut pas peupler partout, hein, c'est pareil. Non, oui. C'est loin de tout, hein, Des territoires immenses qui sont vides. Hein. Ouais. Déjà, là, 100 km de pirogue avant d'arriver aux chutes, on met 2 jours avec la pirogue à moteur. T'as un petit moteur, mais... C'est comme l'Australie, hein, c'est un continent qui est vide. Hein. Oui. Ils sont 20 ou 25 millions d'habitants et tout à fait. C'est immense, donc il y a d'immenses zones inhabitées. Les forêts de l'Oregon, de la Nord-Californie, où se trouve le Sasquatch, c'est pareil, il y a des endroits, c'est immense. Un ou deux chasseurs y vont de temps en temps, c'est tout. Hein. Ce sont des zones où un animal inconnu peut très bien se cacher. Hein. Tout à fait. Ou même une micropopulation, comme tu disais justement tout à l'heure. Les cryptides, ou ces créatures inconnues, ne sont jamais solitaires. Il y a toujours une micropopulation, et c'est logique. Oui, c'est une espèce existante qui se reproduit. Il y a des témoignages d'ailleurs où ont été vus 2 Mokele ensemble, un grand et un petit.
Donc on peut supposer peut-être la femelle et son petit. Oui, ça, c'est une espèce, hein, c'est pas... Oui, bien des gens croient qu'il y a un dinosaure qui se promène. Pas du tout, c'est une espèce qui se reproduit. C'est comme quand on parle du monstre du Loch Ness, c'est une aberration, quoi. Il y a forcément plusieurs créatures. S'il y a une créature dans ces endroits, elle peut pas être seule, quoi. Oui, mais les scientifiques disent, à mon avis, à juste titre, que des gros animaux comme ça parce que le lac du Loch Ness est pas très grand. La consanguinité les aurait fait disparaître. Donc moi j'ai quelques doutes quant à l'existence du monstre du Loch Ness. Il y a sans doute quelque chose, mais... On dit aussi qu'il y a des tunnels qui permettraient de passer du Loch Ness à la mer. Non, c'est faux, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le Loch Ness est très nettement au-dessus du niveau de la mer. Et quand on vient en bateau de l'Atlantique, pas du côté mer du Nord, mais il y a ce qu'ils appellent l'escalier d'écluses. J'avais vu un reportage là-dessus, je crois qu'il y a une vingtaine d'écluses pour monter du niveau de la mer au niveau du Loch Ness. Donc s'il y avait un trou qui permette de relier la mer, le Loch Ness se viderait. Bon, ça c'est en aparté par rapport au Mokele-Mbembe. Non, mais c'est intéressant de le rappeler. On va revenir en Afrique, où le climat est un peu plus agréable qu'en Écosse. Disons qu'il est plus chaud. Donc pour les moyens de locomotion, vous utilisez essentiellement la pirogue. Dès l'instant où on part de Ndongo pour remonter la rivière, oui, c'est en pirogue. C'est une grande pirogue en bois qui doit faire une douzaine de mètres de long. On a un petit moteur hors-bord qui est un peu insuffisant. Je pense qu'on va en avoir un plus gros l'année prochaine, pour la prochaine expédition. Et on met 2 jours pour faire les 100 km qui nous séparent. C'est pas 100 km à vol d'oiseau, c'est en suivant la rivière. Mais au GPS, ça fait 100 km. C'est une bonne distance quand même, 100 km. Oui, ça fait beaucoup. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu des cas d'attaque du Mokele-Mbembe sur des pirogues. Oui. Partout où il a été signalé, on signale des cas d'attaque d'hippopotames, enfin du Mokele sur les hippopotames et sur les pirogues. Il retourne les pirogues. Il retourne les pirogues, il les casse, il est roi. Il arrive par-dessous et puis... il les soulève. C'est pour ça qu'il est craint par tous les habitants de cette région, les Pygmées comme les Bantous. Mais malheureusement, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos. Non, parce que ceux qui subissent ça sont des pêcheurs, sont des... Bon, eux, ils ont pas de caméra. Alors on a essayé de mettre des caméras tout au long du trajet, on en a mis 7 ou 8, je crois, qui se déclenchent quand il y a une présence qui passe devant. Les caméras pièges. Les caméras pièges, voilà, c'est ça. Un déclenchement automatique. Un déclenchement automatique. Il y a un détecteur de mouvement. Voilà. Et ça prend la photo automatiquement. Ça prend la photo automatiquement. On a eu des photos de crocodiles, de gorilles, de feuilles qui bougeaient. 3000 photos de feuilles qui bougent. Faut régler la sensibilité. Au début, on n'était pas très affûtés sur le problème. Il y a une mouche qui passe devant. On a vu une araignée faire sa toile aussi. Intéressant. Oui. Mais ça n'a pas... Oui, c'est toujours le problème. Il faut tomber dessus. Sur une distance pareille. Déjà que dans les pays dits civilisés, modernes, on arrive très rarement à avoir une photo d'un cryptide. Alors dans ces pays où effectivement ils vivent beaucoup plus simplement, ils n'ont pas toute notre technologie, c'est encore plus compliqué. Ouais, tout à fait. Donc on va rentrer dans le détail là. Quand vous partez en expédition, vous partez en autonomie totale. Oui, autonomie totale. Alors on va passer en revue ce que vous emportez. Alors il y a un matériel de camping, des tentes, matelas. Il y a un matériel de photo, de caméra, appareil photo avec téléobjectif. Il y a des vivres, généralement du riz, des pâtes et des sardines à l'huile. C'est le leitmotiv. Des boîtes. Des boîtes, quelques boîtes. La pêche donne un peu, pas toujours. La dernière fois, ça n'a rien donné du tout. Faut emporter du savon. Oui, ça... Là, ça n'a pas marché, ça. Donc, De l'eau potable, peut-être? Alors maintenant, depuis les 2 dernières expéditions, on a des pastilles, on a
un des garçons qui vient avec nous qui est pharmacien, donc on a des pastilles Micropures, là. des micropures. Ah, d'accord. On se met dans un endroit où il y a du courant, où l'eau est pas trop Mmh. chargée en sédiments. Mmh. Et avec les micropures, maintenant, on boit l'eau de la rivière. Mmh. Ce qui nous évite d'emporter des litres et des litres d'eau. Mmh. On gagne en poids, en volume. Mmh. En petits tuyaux, ils vendent aussi des petits filtres. Oui, sur la dernière expédition, on avait des filtres Catadine aussi. Très performants, c'est tout petit. Ils sont pas très chers en plus. Non, mais c'est long à obtenir de l'eau avec. D'accord. Il n'y a pas un gros débit. Et la dernière fois, on a conjugué les deux. Mais on perd à chaque fois quelques kilos. Bah ouais. Pour peu que tu chopes une tourista. Non, même sans. La chaleur, on mange peu. L'activité physique, hein. Ouais. Pas d'armes. Non. Une fois, un gendarme est venu avec nous pour des raisons de sécurité. Il avait, lui, une Kalachnikov. Mais nous, non, on n'a pas d'armes. C'est un peu gênant, d'ailleurs, parce que même du point de vue défensif, ne serait-ce que pour faire du bruit, ça pourrait être utile, mais on peut pas se procurer des armes comme ça. Une machette? Ah, des machettes, oui. Ah bah là-bas, on voit jamais passer un pygmée ou un bantou sans sa machette. Toujours servir, hein. Oui, enfin, non, moi j'avais pensé emmener des fumigènes. Pour se signaler aussi, peut-être, si vous perdez. Parce que vous êtes quand même loin de tout, là aussi, hein. Ah, on est loin de tout, oui. Enfin, faudrait qu'ils viennent nous chercher, comme... Hélico. Il y a des hélicos. Alors. Michel a été très malade, d'ailleurs. Ouais, il avait failli mourir, j'ai vu voilà, ça. Et son beau-père, qui est à Yaoundé, avait contacté l'armée pour qu'un hélicoptère vienne le chercher. Mais en fin de compte, on a pu rentrer à temps, donc on n'a pas eu... Mais le commissaire à Mulundu, là, qui est le chef-lieu local, la ville, parce qu'il y a des formalités à remplir, hein, naturellement, il faut aller se faire enregistrer, le passeport, comme ils n'ont pas grand-chose à faire, ça les occupe, ils sont bien contents. Et il nous avait dit, vous savez, on fait ça pour des questions pour votre sécurité, mais comme on n'a pas les moyens, si vous arrive quelque chose, on pourra pas aller vous chercher. Ça avait le mérite de la clarté. Tu étais présent quand Michel Ballot est tombé malade? Oui, tout à fait, oui. C'est pratiquement moi qui l'ai ramené, d'ailleurs. Il était dans un triste état, et on a repris l'avion ensemble. Apparemment, il a eu une hémorragie, oui, craché du sang. Oui, il vomissait, on a pensé à un empoisonnement alimentaire, mais... Il a perdu près de 15 kilos, je crois. Il a terriblement maigri. Il pouvait plus se nourrir. Quelques jours. Il se vidait dans son... j'espère que les gens qui écouteront ça seront pas à table. Quand il vomissait, dans ses vomis, il y avait des vers. Des vers qui faisaient 5-6 cm de long. Il était infecté de partout. Quand il est arrivé à l'hôpital de Salapumbe, le médecin lui a dit tu reprends pas la route demain, on va te mettre dans une chambre sous perfus, on va commencer les examens. Marc, ça peut être pratique pour pêcher les vers. Ouais. Alors il y a une anecdote qu'il a racontée. Vous avez un guide avec vous. Oui. Et il paraît que le matin où il est tombé malade, le guide est venu le voir et il lui a dit « Michel, aujourd'hui, tu vas certainement mourir. » Oui, il avait vu en rêve, il avait vu un serpent, un mamba vert, et comme ils sont très superstitieux, là c'est les Bantous, c'est pas les Pygmées. Ils sont très superstitieux et très attentifs à tous ces signes maléfiques. Et Michel, quand dans la pirogue, quand on rentrait, parce que c'est quand on rentrait qu'il est tombé malade, il a vu un mamba vert qui nageait dans l'eau. Enfin bon, il n'y a aucun risque, parce qu'il n'avait pas sauté dans la pirogue. Mais c'est là qu'il a commencé. Ce sont les signes. Il y a des signes comme ils sont attentifs à l'environnement. Ah là, oui. Et ils sont superstitieux. Oui. Puis il y a des signes comme ça, c'est dans leur culture. Là, c'est lui qui lui avait dit ça. Et on a nos deux compagnons locaux, disons, des Camerounais. Il y a Noël, le patron de la pirogue, et Blaise, qui est notre pisteur. Et Blaise, maintenant, quand on arrive dans la région plus très loin des chutes, il fait un sacrifice. C'est-à-dire qu'il fait un espèce de mélange avec du lait concentré, du riz,
des petits cailloux, et il met ça dans la rivière en priant pour que tout se passe bien. Non, mais ça m'étonne pas. Hein. Ouais, De toute façon, en Afrique aussi, ils ont beaucoup de gris-gris. Oui, oui, tout à fait. Oui, ils ont tous des colliers avec différentes choses. Enfin, bon, mine de rien, donc le guide a eu cette prémonition dans son rêve. Il a vu ce mamba vert. Donc, ça lui a fait dire que Michel était en grand danger. Et la journée suivante, avec Michel, vous avez vu un mamba vert, et c'est ce soir-là qu'il est tombé malade. Oui, il était déjà pas très bien dans la pirogue en rentrant, hein. Ça n'allait pas, mais c'est le soir, oui, que là, vraiment, ça a commencé. C'est troublant, quand même. C'est troublant. Ouais. Les cartésiens n'y verront qu'un hasard. Ouais. C'est quand même surprenant. Bon. Vous emportez une trousse de secours, là? Oui, personnellement, j'en ai une avec les médicaments d'urgence, disons, un aspivonin, mais c'est assez limité quand même. J'avais conseillé à Jean-Louis, c'est Jean-Louis Morette qui était venu dans mon émission sur le Yeti. Lui, il a pas besoin d'aspivonin. Il fait ça, tu vois, à la route. Ouais, mais enfin, là, il y a pas trop. Ah bah si, quand même. Les vipères de l'Altaï. Ah si, c'est un spécialiste en vipères. Ouais. Les vipères de l'Altaï, les vipères du Caucase, il les a toutes rencontrées. Hein. Je sais que les ours aussi, il les a rencontrés. Ouais, les ours, ouais, problème. Donc en Afrique, il n'y a pas de problème d'ours, mais il y a d'autres problèmes avec la faune. Donc on va passer en revue aussi toutes ces petites créatures locales. Dans les dangereuses, il y a le mamba noir, qui est extrêmement dangereux, c'est un des poisons les plus virulents, pire que le cobra. Et il y a le mamba vert. Alors le mamba noir, il est très long aussi, je crois. Oui, il peut faire 2 mètres 53 mètres, il est plus gros. Le mamba vert est plus petit, c'est de la taille d'une grosse vipère. Et au pied des chutes, en redescendant des chutes, il y a de l'herbe, et il y en a un qui est pratiquement passé entre mes jambes. Un mamba vert. Un mamba vert, un petit. Mais il se sauvait, donc. Puis comme j'avais des bottes en caoutchouc, il n'y avait pas grand risque. Enfin, faut faire attention. C'est impressionnant quand même. Oui, moi je l'ai vu filer. Il avait plus peur que moi, mais... Dans un parc là-bas aussi, oui, faut savoir qu'en Australie, il y a les 3/4 des espèces les plus venimeuses sont en Australie. Comment il s'appelle, le principal serpent? Oh, il y en a un paquet. Il y a le taipan. Le taipan, voilà, je cherche le nom. Il y a le brown snake, Et un jour, j'étais dans un parc national. Je me baladais. Alors, faut dire que j'étais très mal équipé ce jour-là. J'étais en tongs, enfin bref, quoi. Donc, je me suis dit, Lionel, marche sur le sentier. Et même en faisant attention, à 30 cm de mon pied, il y a un serpent qui est passé, quoi. Et ça calme, hein. J'ai fait demi-tour et je suis reparti. Avec des bottes, on craint, c'est moins dangereux. Mais là, j'étais en tongs. En fait, si je pensais pas, j'avais sous-estimé la distance du sentier, je pensais que je pouvais y aller, et là-bas, il y a énormément de serpents, quoi. C'est vraiment problématique, quoi. Donc effectivement, l'aspivenin, ça peut toujours servir. C'est mieux que rien, disons. Faut mieux le mettre dans son sac, hein. Oui, il faut mieux l'avoir. Donc on a vu les serpents, les crocodiles. Alors des crocodiles, il y en a. Chaque fois il y en a beaucoup, hein. On voit des traces partout. On a trouvé des nids avec des œufs dedans. Quand on les voit, ils sautent à l'eau. Personnellement, j'ai plongé dans la Sangha avec pas le masque et tuba. Mais les eaux sont très très chargées, il n'y a aucune visibilité. Bah oui, c'est de l'eau boueuse, quoi. Et puis alors l'avantage dans le Dja, c'est qu'il n'y a pas de moustiques, parce que les eaux sont extrêmement tanniques. Et ça brûle les yeux quand on se baigne, quand on se lave. Comme dans une piscine chlorée. D'accord. Par contre, alors il y a des mouches, il y a des moucherons, il y a tout un tas des abeilles qui piquent, et c'est ça en fait le vrai danger, mais ce qui rend la vie impossible. Vous avez eu des problèmes avec les abeilles? On était au camp du Silure, on est allé à la chute, on est revenu. Et là, on a été envahi par des abeilles. Alors, c'était le début de la saison des pluies, c'était sur Mokele 4. On pense que c'était ça, mais il y en avait des milliers. Elles rentraient partout, elles se posaient sur nous, elles rentraient dans nos chemises. Et dès qu'on bougeait, elles piquaient. Donc, d'abord, on s'est jeté dans la rivière. On est monté dans la pirogue, on est allé faire un petit tour. On est descendu en maillot de bain sur une petite île où il y avait de l'herbe. Là, il y avait des moucherons qui nous ont dévoré les jambes. On est rentré au camp, on s'est mis dans les tentes.
en chassant les abeilles qui étaient rentrées en même temps que nous. Et on a passé tout l'après-midi à entendre les bourdonnements incessants autour de nous. Et à la nuit tombée, elles sont parties et on a décidé de rentrer le lendemain parce que c'était invivable. Et le lendemain, dès le lever du soleil, elles arrivaient. Il y en avait des tapis entiers par terre, hein, qui recouvraient le sol. Vous n'êtes pas allergique, ça va? Bah non, heureusement, sinon un allergique, je sais pas s'il aurait survécu. Faut porter des antihistaminiques. Bah on en a contre les piqûres en général, pour calmer les piqûres, mais arrivé à un certain point, je sais pas jusqu'à quel point c'est encore utile. Moi, l'été dernier, je me suis fait piquer 2 fois par des guêpes, c'est très douloureux. Oui, bah la piqûre d'abeille, ça brûle beaucoup pendant 5 minutes, mais ça dure pas longtemps. Le problème, c'est quand il y en a des dizaines, des centaines. Le venin, c'est la dose. Le venin, et je sais pas si on s'immunise au fur et à mesure. Pas sûr. Ou si ça fait comme le venin de méduse, qui lui, au contraire, devient de plus en plus dangereux si on multiplie les piqûres. C'est sympa. Alors, on va continuer avec les insectes. Des araignées? Des araignées, on n'en a jamais tellement vu. On a vu des toiles avec des araignées, mais il n'y a pas eu de... Enfin, il y a des piqûres qu'on a supposées être d'araignées, parce qu'elles étaient assez grosses, ça faisait des grosses cloques, mais c'est pas les araignées qui nous ont plus gênés. Des mille-pattes, des scolopendres? Scolopendres, il y en a aussi, oui. Mais en général, c'est dans les camps, donc comme on débroussaille le camp, ça fait du bruit, ça chasse les feuilles mortes. C'est douloureux, ça aussi, il paraît. Hein. Ah oui, ça peut... En Amérique du Sud, j'en ai vu des gros, la piqûre peut être mortelle. Hein. Sympa. Scolopendre de 20 cm peut tuer un homme. Donc le serpent, mamba vert, mamba noir, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal en même temps. C'est déjà pas mal, oui. Alors après, dans la forêt, là, il y a les gros animaux entre autres les gorilles, qui peuvent charger si on rentre sur leur territoire. Vous en avez vu? On en a entendu, mais on les a pas vus. La forêt est tellement épaisse que on entend beaucoup de choses, mais on sait qu'il y en a. Il y a les chimpanzés aussi, qui peuvent être dangereux. Ils attaquent, quand ils attaquent, c'est en nombre. C'est faussement sympa. Hein, oui, on a l'impression. Ouais. En fait, les gens qui vont en forêt, que ce soit pygmée ou manteau, craignent plus les chimpanzés que les gorilles. Parce que le gorille, si on bouge pas, si on le regarde pas, il va faire toute une démonstration de force, puis après il va s'en aller. Parce qu'il a sa femelle, il a ses petits qui sont dans le coin. Alors que les chimpanzés, s'ils attaquent, ça devient très grave. Faut tout de suite se jeter au sol, parce qu'avec leurs ongles, ils essaient d'arracher la peau du ventre des gens. Vous savez, il faut se jeter au sol, puis essayer de leur donner des coups de bâton. Ah, mais c'est ça, parce que les gens se méfient pas, hein, mais ici, c'est sacrément costaud, je pense. Je crois que c'est 5 fois plus fort qu'un homme. On a été en voir dans une réserve, c'est musclé. Puis il y a aussi déjà eu des attaques dans les zoos en France. Hein. Ouais, non, mais il faut vraiment se méfier de cet animal. Et puis, comme gros animal, il y a les éléphants. Mais on les voit rarement. On en a vu une fois, au bord du Dja, toute une famille qui passait. Alors, ils sont un peu plus petits que les éléphants de plaine. On y viendra peut-être, ils sont braconnés. Et le long du Dja, au-delà de la piste Nenki, d'après Blaise, notre pisteur, il y a une piste d'éléphants qu'on pourrait emprunter pour remonter la rivière. Mais il y a du trafic. Hein. Bah oui, le problème c'est de les rencontrer. Quoi. Si c'est une piste qui est pas très fréquentée, ça va. Mais... Faut leur laisser la priorité. Oui, enfin, faut faire ce qu'ils chargent, des fois. Alors, est-ce qu'il y a des lions? Non, dans cette région-là, il y en a pas non plus. Par contre, dans les cryptides, en plus du mokélé, il y en a 2 autres qui sont signalés dans cette région-là. Il y a d'une part un rhinocéros, qui sera assez gros, plus gros que le rhinocéros normal, qui a été signalé à plusieurs reprises. Bon, c'est pas un animal inconnu, mais dans cette région-là, il n'y en a jamais été signalé. Il y en a eu dans le temps au Nord Cameroun, mais dans la forêt équatoriale du Cameroun, il n'y en a jamais eu officiellement, il n'y a jamais eu de rhinocéros. Et il y a un fauve, qu'ils appellent le lion d'eau ou la panthère d'eau, semi-aquatique,
qui attaquerait les animaux qui viennent boire. Antilope, gorille. Et ce serait un animal au pelage assez long, assez clair, et il est des fois décrit avec de très longues canines, un peu comme le Machairodus ou le Smilodon. Le tigre aux dents de sabre. Le tigre aux dents de sabre. Tigre aux dents de sabre, le Machairodus, qui vivait en Afrique il n'y a pas si longtemps, sur le plan géologique, hein, il y a 10 000 ans. Alors peut-être que l'espèce s'est adaptée à la vie semi-aquatique. Ça fera l'objet d'une autre émission. Donc il y a 3 cryptides dans la même zone. Alors, les autres fauves. Bah, il y a la panthère, bon, qui serait susceptible d'attaquer un camp si vraiment il y avait de la nourriture qui traînait ou quoi que ce soit, mais... La panthère, elle est noire, hein, c'est ça? Non, enfin oui, la panthère noire, mais c'est du mélanisme, hein, c'est un cas particulier. Autrement, elle est tachetée, elle est orange avec des taches noires. Alors, on va continuer avec la nature. Il y a des risques sanitaires, il y a des virus, il y a des maladies, il y a des... Bah, les maladies, c'est le palu, hein, donc il faut le paludisme, hein, donc il faut partir avec un antipaludéen. Personnellement, moi je prends du Lariam, c'est ce qui est le plus puissant, on le prend qu'une fois par semaine, donc mais de toute manière, faut partir avec un traitement antipaludéen, ça c'est absolument indispensable. Pas trop d'effets secondaires? Pour moi, non. Je sais qu'il y a des gens qui le supportent très mal, moi j'en ai toujours pris et j'ai pas eu de problème. Autrement, le vaccin de la fièvre jaune est obligatoire. À la descente d'avion, avant le contrôle du passeport, ils contrôlent le carnet de vaccination. Et puis, maintenant, tout le long de la piste, très fréquentée par les grumiers, c'est-à-dire les camions qui transportent les grumes de bois qui viennent des scieries, il y a le... Des scieries, pas de scieries. Hein. Oui, ça ferait moins. Donc des scieries, il y a le sida maintenant, qui est devenu un fléau dans toute cette région de l'Afrique, dans toute l'Afrique, mais dans toute cette région de l'Afrique. Que les transporteurs transportent aussi le virus, et tout le long de la piste. Le virus Ebola, il est présent par là-bas? On n'en a pas eu trace dans la région. Donc alors les dangers liés au terrain, il y a, comme tu indiquais, la rivière, il peut y avoir des risques de crue. Il y a des courants dans la rivière? Ah oui, il y a du courant, des courants. Si on s'y baigne, vaut mieux se tenir à quelque chose, ou pas se laisser emporter, hein, parce que on revient pas à la nage. Hein. Alors les risques de crue, c'est comme pendant la saison des pluies. Alors là, ils tombent. Vous y allez pas à ce moment-là, donc. On y est allé quelques fois, oui, parce qu'on n'avait pas le choix, mais ça perd son temps, quoi, parce que tout est trempé. Et puis là, c'est plus un plaisir. Hein. C'est vrai que de toute manière, c'est jamais vraiment un plaisir. Hein. Faut bien que les auditeurs comprennent que c'est des expéditions. C'est pas des vacances. On y va pour chercher quelque chose, mais c'est quand même assez dur à vivre. Donc en général, la durée moyenne d'une expédition, vous restez combien de temps sur place? Sur place, une quinzaine de jours. Mais avec le temps d'aller et de revenir, ça fait une semaine vraiment sur site. Sur site. Et la prochaine expédition, qui aura lieu à partir de la fin janvier l'année prochaine, on va essayer de rester plus longtemps, on va être plus nombreux déjà, je pense. Et on va essayer de faire un camp fixe au sommet des chutes d'Unki, d'où on rayonnerait le long du Djab, par la piste éléphant. Donc c'est plutôt physique comme expédition. Ah oui, ça, il fait très chaud, hein, on transpire beaucoup, on n'a pas d'appétit. Quelle température? Oh, c'était monté jusqu'à 42. Une fois dans la pirogue, j'ai un thermomètre sur ma montre, j'ai posé, c'est monté à 42. Il fait régulièrement 35, 38. Avec un taux d'humidité ultra élevé, j'imagine. Oui, parce qu'on est sur la rivière, et à la saison sèche encore ça va, mais alors à la saison des pluies, là, c'est infernal, quoi. Le matin, toute la forêt est recouverte de brouillard. Donc, c'est gorille dans la brume. Hein. T'as vu Sigourney Weaver? Non, j'ai pas eu cette chance.
Alors, une journée typique, allez. Journée typique, réveil à l'aube. Vous vivez avec le soleil, quoi. Bah oui, d'autant plus que on est à 2 degrés au nord de l'équateur, donc les journées font 12 heures. Hein. Et il fait jour le matin vers 5h30, et il fait nuit noire, le soir à 6h30. Donc, ça fait des longues soirées. Donc si tu veux porter un livre, t'as qu'à porter un de mes romans. Ah oui, pourquoi pas, ouais. Mais Michel et moi, on est des fans de Bob Moran, donc D'accord. on s'est trouvé cette passion commune. Et je pense que la lecture des Bob Moran dans notre adolescence, et puis après dans notre âge d'homme, a fait pour pas mal dans cette volonté de chercher le mystère, de trouver des cryptides. C'est Henri Verne qui écrivait les Bob Moran, et il était très ami avec Bernard Revelmans, avec qui Michel Mbalo a travaillé après quand il a été adulte. Donc réveil 5h30 du matin, avec on ranime le feu, parce que on a toujours un feu. On fait chauffer l'eau, petit déjeuner, café. Alors le feu, vous le laissez brûler toute la nuit? Oui. Enfin, il s'éteint généralement dans le courant de la nuit, mais ils mettent des grosses bûches en étoile, et au fur et à mesure qu'elles brûlent, ils les resserrent sur la... Ce qui fait que le soir, on fait la cuisine là-dessus. C'est pour éloigner les bêtes, tout ça? En plus, oui, ça éloigne les bêtes, ça éloigne un peu les insectes aussi, avec la fumée. Et dès qu'on a pris le petit déjeuner, on monte dans la pirogue, et on remonte vers Annecy. Et là, maintenant, on monte sur les chutes d'Annecy, et on crapahute dans les rochers, avec le matériel photo. Vous explorez la zone? Maintenant, on explore la zone qui est au-dessus des chutes d'Annecy. Donc quelle superficie, la zone? Alors là, on a regardé sur la carte, et sur Google Earth. La rivière, il y a encore 34 km de rivière avant de retomber sur d'autres chutes. Mais apparemment, il y a des cascades entre... on croyait que c'était de nouveau un long fleuve tranquille une fois qu'on serait là-haut. Non, il y a des cascades qui coupent la rivière. C'est 34 km, vous avez exploré combien de Bah kilomètres? là, on a commencé, on a fait 2-3 km, pas plus. Hein. D'une part parce qu'on marche lentement, on avait mis du temps pour monter tous, on était 5. On a mis du temps pour monter au sommet des chutes. Alors donc la prochaine expédition, on pense faire un camp fixe là-haut et aller plus loin. Ouais, parce que là, vous montez, vous commencez un petit peu à avancer le long de cette partie du fleuve, là. Voilà, oui. Après, il faut revenir. Ben oui. C'est le problème. Donc faut redescendre et rentrer au camp avant la nuit tombée. Vous perdez beaucoup de temps, quoi. On perd beaucoup de temps. Il faudrait peut-être établir un camp plus haut, On va essayer de le faire. Après les chutes. Il faudra monter tout le matériel là-haut. Donc, tu laisses le camp de base et tu fais cet autre camp où tu peux rester, peut-être pas tout le temps, mais... quelques jours. Voilà, c'est ça, T'emportes le minimum, quoi. Oui, certainement, oui, on va voir. Parce qu'on nous a aussi signalé, alors ça c'est une vieille femme qui était montée il y a très longtemps, et Blaise Pisteur y était allé aussi, mais en 92, nous a-t-il dit. Au bord du Dja, il y aurait des grottes. Des grottes où il y aurait des artefacts, des pierres taillées. Donc maintenant, ça fait aussi partie de nos recherches. Si par hasard il y avait des gravures, entre autres des gravures de Mokele, c'est intéressant. Ça serait une preuve. Ça serait une preuve. Irréfutable. Ça serait une preuve irréfutable qu'il a existé. Ça serait une preuve que certains, à une époque, ont cru à l'existence du Mokele-Mbembe. Donc ça prouverait pas, en fait. Ça prouverait rien. Ça prouverait qu'il a existé, parce que s'il y a d'être... Ça serait pas suffisant pour convaincre les scientifiques actuels. Non, mais ce serait suffisant pour dire que au moins l'animal a existé dans cette période pendant un certain temps. Comme on a vu des gravures de mammouths ou des peintures de mammouths à Lascaux, à Chauvet. Donc c'est une zone qui est à quelle altitude? Dans les 300 mètres, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas en zone un peu montagneuse. C'est des collines. Ah d'accord. C'est des collines.
Donc on a vu le terrain qui peut présenter quelques dangers. On va parler aussi des hommes, parce que c'est aussi problématique par moment, j'imagine. Il y a les braconniers, quoi. Surtout ceux-là qui nous posent des problèmes, enfin, qui peuvent poser des problèmes, quoi. Parce qu'ils sont armés. Et quand on est redescendu d'une de nos expéditions, ça devait être là, la troisième, ou la deuxième, on s'est arrêté pour aller voir une saline, c'est-à-dire une sorte de marécage où il y a des remontées de sel, et où les animaux, entre autres les éléphants, viennent manger du sel, quoi. Donc on a remonté une petite rivière, puis on est allé à pied dans la forêt, et là on est tombé sur un campement abandonné, mais abandonné depuis peu. Bon, on a continué notre route, on est arrivé à la saline, et là on a vu le cadavre de 2 éléphants, un mâle et une femelle, qui étaient éventrés, dont ils avaient coupé la trompe, parce que c'est de la viande de brousse, et naturellement pris les pointes. On a fait des photos, on a retrouvé la trompe un peu plus loin par terre, et on est redescendu. Nous, on pensait qu'ils nous avaient entendu monter à l'allée, et qu'ils étaient partis. Et après, la piste mais le campement, il est tout récent, et vraisemblablement, ils étaient montés dans la forêt, et ils étaient en train de nous surveiller pendant qu'on faisait les photos des animaux massacrés. Et quand on est reparti, on a repris la rivière, le Dja, on a entendu crépiter les kalachnikovs. Alors, ils nous tiraient pas dessus, hein, mais ils nous faisaient bien savoir qu'ils étaient là et qu'ils étaient armés. Intimidation. Intimidation, oui, vraisemblablement. Parce que c'est un vrai business. Hein. Ah oui. Alors en plus, là, le Dja fait frontière à cet endroit-là, donc il est facile aux Congolais de traverser la rivière, d'aller tuer les éléphants, ils retraversent la rivière et ils sont tranquilles. Je pense que dans l'autre sens, ça doit marcher aussi. Alors ils luttent, il y a des spécialistes qui luttent contre le braconnage. Il y a aussi de la police, j'imagine, il faut l'armée. Oui, il y a, mais bon... Ils peuvent pas être partout en même temps, hein. De toute façon c'est pareil. Hein. Non, puis il y a de la corruption, il y a... Oui, ben, au Congo, on nous a dit qu'il y avait un acheteur d'ivoire qui achetait pour les Chinois... bien sûr. Et de fortes sommes, alors dans un pays aussi pauvre. Bah ouais. Donc, mais par contre, dès l'instant où on est totalement au Cameroun, c'est-à-dire que le Dja remonte un peu vers le nord, là, on n'a jamais eu d'écho de braconnage. Et sur le sommet des chutes de Nki, pratiquement, pour des braconniers, ce serait vraiment difficile de ramener des pointes vers chez eux en faisant toutes ces escalades. Donc c'est pas leur intérêt de faire ce genre de choses. Non, ils vont pas chercher la difficulté. Non, s'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent, ils n'iront pas chercher ailleurs. Tant qu'il y aura des éléphants à proximité. Je vois pas forcément d'un bon œil ces blancs qui arrivent et puis qui viennent dans le secteur. S'ils ont su ce qu'on cherchait, ils nous laisseront. Ah mais ils le savent pas, ils sont pas censés savoir. Ah, le téléphone, non pas arabe, mais africain, ça marche. Hein. Ouais, remarque, c'est vrai. Vous devez pas passer inaperçu, c'est clair. Non, les gens qu'on voit, ils nous voient, ça c'est certain. Et maintenant, les gens de Mulundu, par exemple, savent qu'on cherche à Mokele, parce qu'au début, on n'en parlait pas trop, mais ils ont lu le bouquin de Michel, et maintenant, ils savent qu'on est là pour ça. Quoi. Mais ça les dérange pas outre mesure. Hein. Tu vas voir que les braconniers ils vont bientôt chercher le Mokolomembe aussi. On y a pensé. Je pense pas que les braconniers le feraient. C'est pas eux, c'est l'argent qui les intéresse. Par contre, qu'il y ait un émeraude fortuné qui veuille mettre ce genre de trophée à son actif, je serais plus inquiet par ce genre de choses. Enfin, faut encore qu'il le trouve. Donc. Je pense qu'il y a peu de risques avec les braconniers parce que eux, ils recherchent l'effort minimum. Ils vont pas aller. Tout à fait. Oui. Puis le Mokele, il est quand même pour certains sacré. Hein. C'est l'esprit de la rivière. Je suis pas sûr que que lui faire du mal, ce serait bien vu par la population. Hein. La superstition encore. La superstition, oui, tout à fait. Bon, ben moi c'est une bonne nouvelle. Alors, on a parlé précédemment de tes différentes expéditions.
Maintenant, on va parler des indices que vous avez trouvés. Alors, j'imagine que vous n'avez pas trouvé de carcasse. Non, ça, ni carcasse, ni squelette. Voilà. Mais la forêt mange tout. Hein. On ne trouve pas non plus de carcasse d'éléphant, de panthère ou autre. C'est ça. En fait, je parle de ça parce que je voulais qu'on élimine tout de suite la remarque que font souvent certains et qui disent « Ah, mais s'il existait, on aurait retrouvé une carcasse. » Là, je parle sous tout contrôle, mais il paraît qu'en Afrique, on trouve jamais non plus de carcasse d'hippopotame ou de crocodile. Hein. Non, on les trouve pas, mais il n'y a pas qu'en Afrique. Regarde, en France, il y a des forêts avec beaucoup de sangliers. Qui a déjà vu un squelette de sanglier dans une forêt? On n'en trouve pas. Hein, Mais en Afrique, par exemple, les hippopotames ou les crocodiles, quand ils meurent, ils tombent au fond de l'eau et ils se dégradent, quoi, c'est tout. Hein. Oui, puis ils sont mangés. Ils sont mangés par les oiseaux si le cadavre flotte en surface. Ils sont mangés par les poissons qui sont en dessous. Après, les bactéries détruisent les os. Rien ne reste. Hein. Rien ne reste. C'est pour ça que cet argument ne tient pas, quoi. C'est Non, pas parce qu'on n'a pas trouvé de cadavre ou de restes ou d'os que voilà, ça prouve pas l'inexistence de cette créature. Non, ça, Maintenant, on va passer aux traces. Alors des traces, on en a trouvé à plusieurs reprises, au bord de la rivière, dans du gravier. J'en ai photographié une qui faisait environ presque 50 cm de large sur 35 de long, et qui représentait grosso modo 3 doigts. On a revu d'autres empreintes à la dernière expédition sur un banc de sable. Alors il y avait des traces de crocodile, il y avait des traces probablement de loutre aussi, mais notre pisteur les a identifiées tout de suite. Et il y avait des traces d'éléphants, et il y avait une trace tout près de l'eau, où on retrouvait encore 3 doigts, et cette trace faisait en gros 50 cm de large sur 80 de long. Oh, vache. Comme si le talon de l'animal s'était un peu enfoncé dans le sable. Mais il y en avait qu'une. Et elle allait à la rivière. Donc, on n'est pas sûr que c'était... À mon collègue MB unijambiste. Oui, peut-être. Oui, ou sauter sur une patte. Mais... Ça fait des belles pattes quand même. Hein. Oui, c'est en rapport avec ce qu'on nous raconte de la taille de l'animal. Hein. Vous avez pris des photos ? On a pris des photos, bien sûr. Ouais. Elles sont je crois que Michel les a mis sur le site Mokele Membe Expédition. Est-ce que vous avez fait des moulages de l'empreinte ? Non, parce que d'une part, sur l'empreinte dans le sable, on n'avait pas de plâtre, et dans le sable, le sable s'effrite quand on moule. Quand on met le mélange plâtre liquide, dans le sable, ça s'effondre. C'est pas exploitable, quoi. Ah, oui. Et l'autre était celle qu'on avait pris l'année précédente. C'était sur du gravier, et c'est pareil, on n'aurait pas... Ouais, pas vrai. Ouais. C'était pas profond. Mais ce qu'on voudrait voir, c'est une série d'empreintes qui, là serait, comme on le voit pour les éléphants, une série d'empreintes qui nous permettrait de mesurer la largeur entre les pas, et les spécialistes avec ça peuvent déterminer la taille d'un animal. On peut déterminer peut-être aussi le poids. Le poids, c'est plus difficile parce que ça dépend du matériau sur lequel il marche. Ouais. Hein, donc, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Alors, maintenant, on va passer aux odeurs. Est-ce qu'il y a des odeurs spécifiques ? Non, on n'a jamais... Mais même des éléphants, on a vu un troupeau qui est passé pas très loin de nous, ça sent rien. Le crottin d'éléphant, faut vraiment avoir le nez dessus, pas dedans, hein, pour qu'il ait une odeur quelconque, parce que ça on en voit beaucoup, hein, des salines par exemple, il y a des monceaux de crottins d'éléphant, des tas d'empreintes, mais non, il n'y a pas d'odeur. Hein. Parce qu'il y a certains cryptides comme le Bigfoot aux États-Unis ou le Sasquatch. Même le Yeti qui sent extrêmement mauvais. Beaucoup de témoins signalent une odeur vraiment assez forte. Non, là, il n'y a pas de... Bah, si c'est un reptile, un serpent n'a pas d'odeur. On a vu un gros varan une fois aussi, enfin un gros, il est 1m50, mais il n'y a pas... Alors, au niveau des sons. Alors, on était parti avec une partie de l'équipe au chute Dunky, et les 2 cryptozoologues canadiens
dont Bill Gibbons, qui est un spécialiste du Mokele. Il est allé au lac Télé, le fameux lac où on voyait le Mokele soi-disant fréquemment. Donc une fois, lui et John Kirk sont venus avec nous, avec Michel, le fils à Gibbons, et Fabrice, notre ami le pharmacien. On est monté aux chutes, et pendant ce temps-là, eux qui étaient fatigués sont restés au camp. On est revenus donc aux chutes, et ils ont entendu par 3 fois un son très rauque et très fort. Et ça, les gens, on en a parlé avec les autochtones, ceux qui ont entendu le Mokele disaient ça, oui, c'est le Mokele qui crie comme ça. Et ils l'ont entendu par 3 fois, qui se rapprochait du camp. Et au dernier son, ils ont entendu le bruit de notre bateau qui arrivait. Le moteur de notre bateau, qui pourtant est pas gros. Hein. Donc ils pensent que le Mokele arrivait en signalant sa présence, donc en surface, et que quand il a entendu le bruit du bateau, il a plongé. Ce qui fait que nous qui arrivions, on l'a pas entendu. D'ailleurs, là, il y a quelques doutes. On a dû croiser le Mokele qui nageait sous la pirogue. Mais on n'a rien vu, hein. Non, on s'y attendait pas. Hein. Et quand on est arrivé, ils étaient tout excités en nous disant on vient d'entendre le Mokele, on est sûr que c'est lui. Quelle est la profondeur là, de l'eau à cet endroit-là? Le jet est plus profond qu'on pensait, ça fait une bonne dizaine de mètres. Donc en 10 mètres, un dinosaure circule dedans sans problème. Rappelle les dimensions supposées du Mokele Membe. Alors en hauteur, mettons qu'il fasse 2 mètres 50 au garrot, 2 mètres 50 au garrot. En longueur, avec la tête et le cou et la queue, 10-15 mètres. Ah ouais. C'est quand même grand. Hein. C'est quand même grand. Il doit nager avec aisance, j'imagine. Oui, c'est semi-aquatique. Mais souvent, il reste au fond de l'eau, hein, comme le font les crocodiles d'ailleurs. Et d'un seul coup, il remonte quand il a envie de le faire, je sais pas. Donc on ignore la nature exacte du Mokele Membe, on ne sait pas si c'est un reptile, si c'est un mammifère, mais visiblement, il a quand même besoin de remonter à la surface pour respirer. Absolument, oui, ça c'est sûr. Comme un crocodile, comme un varan. Ça va être un sacré champion en apnée, hein. Oui, déjà les crocodiles restent très longtemps. Hein. Je crois que les crocodiles peuvent rester plus d'1 heure en apnée, hein, sans bouger. Ils ont un métabolisme de reptile, donc... Tourne au ralenti. Oui, au ralenti. Et donc le Mokele doit pouvoir, si c'est un reptile, faire la même chose. Hein. Et alors dans la berge, il y a des trous qui font 50 cm de diamètre, à peu près, qui sont dus au crocodile. Il y a certains gros trous où on nous a dit que le Mokele venait se réfugier là pendant la saison des pluies. Mais en fait, on a vu des trous, mais ils allaient nulle part, c'était pas profond. Donc, ces 2 cryptozoologues-là ont entendu le Mokele crier. Donc toi, tu l'as pas entendu? Non, on hein. l'a pas entendu. Ça ressemblait quoi, un beuglement? Oui, un beuglement très très fort, hein, à la limite, à la mesure du gabarit de l'animal. Hein, Il a du coffre. Il a du coffre. Ouais. Déjà un gorille, hein, quand ça crie, c'est énorme, hein, le bruit que ça fait. Voilà, donc un Mokele. Ça t'a impressionné quand même. Ah oui, je crois. Alors je voudrais revenir rapidement sur les traces. On suppose que le Mokele Membe est herbivore, omnivore. Il mange des fruits? Il mange des fruits, oui. Mais il est pas carnivore, hein, c'est quasiment sûr. Peut-être omnivore, mais il est pas carnivore. Ça. Est-ce qu'on a déjà trouvé des traces de dents sur des arbres, sur des branches, sur des fruits? Un fruit qu'il aurait pu entamer, et puis... Non, pas à ma connaissance, non. C'est-à-dire que les gens qui le voient en ont peur. Hein. Les pêcheurs, les indigènes, qu'ils soient pygmées ou bantous, quand ils le voient, ils fuient. Donc ils cherchent pas à aller voir de près ce qui se passe. Hein. On a le témoignage d'un pêcheur qui a bien des années que ça, il rentrait de nuit, et ils ont vu le coup du Mokele qui sortait de l'eau et qui allait manger les fruits. Mais eux, ils étaient en pirogue, ils se sont mis tout à fait sur l'opposé de la rive où il était, le Mokele, et ils ont tracé la route. Hein. Ils font pas preuve de curiosité dans ces cas-là. Hein. Le coup ferait quelle longueur?
2-3 mètres. Mhm. Le diamètre du coup, parce que on a les divers témoignages qu'on a recueillis, je demandais toujours, j'ai un mètre toujours sur moi, je demandais au témoin de me montrer, parce qu'il est gros comment. Bon, il savait pas trop dire, alors on dit, fais voir avec tes mains. Et à chaque fois, ça fait un coup d'environ 30 cm de diamètre. Voilà, donc 2-3 mètres, ça semblerait... J'ai fait un portrait robot du Mokele, je le montre à ceux qui l'ont vu, ils disent oui, c'est à peu près comme ça. Et c'est important d'emporter 1 mètre, hein, parce que Oui. justement, si vous trouvez une trace comme Bah, ça... la trace, la première que j'ai photographiée, là, je mesurais 49 par 37, je crois, un truc comme ça. Alors maintenant, on va passer au témoignage visuel. Alors des témoignages visuels, il y en a beaucoup par les gens qui vivent au bord des rivières, que ce soit, il y a dans la Bumba aussi, qui est un affluent du Dja, que ce soit sur le Dja, il est vu généralement le matin de bonne heure ou tard le soir, ce qui pourrait supposer des mœurs nocturnes. Et généralement, ce sont des pêcheurs ou des femmes qui vont à la rivière chercher de l'eau, relever des filets, faire la lessive, et qui le voient. Et comme ils en ont peur, dès qu'ils le voient, ils se sauvent. Mais ça, c'est pas très surprenant, parce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages qu'on trouve tôt le matin. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais au Canada, j'avais fait du canoë, j'étais tombé sur un troupeau d'orignal, tu sais, Ouais. qui est en train de boire tôt le matin. Ouais, c'est souvent... C'est pas étonnant. Hein. Et le témoignage qu'on avait reçu, la première fois que j'y suis allé pour les gorilles, là, et on avait demandé aux pêcheurs de venir après nous voir, et lui avait vu le coup sortir, c'est lui qui, entre autres, qui m'avait dit qu'il faisait 30 cm, et quand il l'a vu, il est parti, hein, il a laissé sa pirogue au bord, puis il est rentré dans la forêt. Hein. Donc c'est difficile d'avoir des témoignages assez longs. Il y a Ghislain, qui est un pygmée, lui, qui a vu le Mokele complètement sortir de l'eau, hein, il y a plus de 20 ans de ça, c'est lui qui principalement le dessine. Et au fil des années, il dessine toujours la même chose. Hein. Bon, c'est grossier parce qu'il n'est pas dessinateur, hein, mais c'est fidèle dans sa mémoire. Hein. Oui, parce que j'ai pas pensé à te le demander. Quelle est la texture de la peau? C'est des écailles, c'est quoi? Alors certains décrivent une peau relativement lisse, brune ou grisâtre, et dans certains autres cas, c'est plutôt une peau écailleuse. Alors, non, ça dépend aussi de la distance à laquelle il le voit, combien de temps il le regarde. Il le voit à une certaine distance à chaque fois. Oui, lui, il devait être sur un bord de la rivière et le Mokele est sorti sur l'autre bord. Hein, donc, Ouais. ça faisait peut-être, je sais pas, entre 50 et 100 mètres, quoi. Parce et que le vieux pêcheur, quand il l'a vu au pied des chutes d'Unki, c'est pareil. Hein, là, ça fait une centaine de mètres au maximum. Hein. Parce que le fleuve est assez large quand même. Hein. Oui, c'est un débit assez considérable. Alors, je crois qu'il y a un autre témoin aussi qui est intéressant. Alors là, oui, là, parce que tous les témoignages qu'on a eus, parce que les gens le savent, maintenant ils viennent nous voir quand on est là-bas, ils viennent nous dire, bah tiens, l'année dernière je l'ai vu. Là, au contraire, c'est un blanc, un Français, qui est ingénieur et dont le métier consiste à implanter des relais, soit pour l'électricité haute tension, soit pour la Wi-Fi, la Wi-Fi. Et ça fait 16 ans qu'il fait ce métier, il habite à Douala. Il avait contacté Michel, et une fois on s'est posé à Douala, et on a pris rendez-vous avec lui. Alors voilà ce qu'il nous a raconté. Il était avec toute une équipe, il travaillait dans une firme sud-africaine, il était avec toute une équipe de Sud-Africains, et il partait tôt le matin à l'aube. La journée commençait par aller à la rivière, en 4x4, remplir des gros bidons d'eau pour couler le béton qui allait consister
au socle des antennes. Bon, donc ils étaient donc partis à plusieurs, et sur la piste, comme ça arrive souvent là-bas, il y avait un camion qui était embourbé. Donc les types étaient coincés, ils pouvaient pas aller chercher de l'eau, et on leur a indiqué une petite piste qui allait près d'un étang ou de la rivière où ils pouvaient prendre de l'eau. Alors, les gars ont fait demi-tour, ils sont allés, ils sont arrivés, et quand ils sont arrivés, à une centaine de mètres de là, ils ont vu sortir un gros animal, genre hippopotame, qui est sorti en marchant lentement et souplement et qui est rentré dans la forêt. Les types étaient en retard. Hein. Donc ils déchargeaient leur truc, ils étaient, comme on dit en jargon architecte, ils étaient charrettes. Hein. Enfin, ils ont rempli d'eau, tout ça, et ils sont repartis faire leur boulot, couler leur... Et c'est le soir qu'il y a un Sud-Africain, pendant qu'il s'était mis à table, qui leur dit, mais les gars, l'animal qu'on a vu sortir, là, vous avez vu sa queue? C'était pas une queue d'hippopotame qu'il avait, c'était pas une queue de rhinocéros, mais pas un rhinocéros. C'était une queue qui était très large, et qui descendait jusqu'à terre. Et là, ils se sont dit, mais oui, mais c'est... Et certains d'entre eux avaient des appareils photo sur eux, parce qu'ils photographiaient l'état d'avancement des travaux. Donc lui, ça l'a... Après quand il s'est remémoré qu'il l'avait bien vu comme ça. Une queue très large, comme une queue de serpent. Et après, il m'a fait un croquis. Alors, ça l'a tellement travaillé qu'il a contacté Michel par Internet en indépendance. Et on est allé le voir. Et donc là, c'est quelqu'un qui vit depuis 16 ans là-bas, qui va tout le temps en forêt pour son métier, et qui est blanc. Alors on nous dit toujours, oui, mais les Noirs, ils inventent pour vous faire plaisir, ou alors ils sont dans leur mythologie, et ils voient quelque chose. Ils nous disent aussi, oui, c'est un éléphant qui traverse la rivière, le cou c'est la trompe, et puis le dos, c'est le dos du Mokele. Alors, quand on dit ça aux Pygmées, ils rigolent, hein, parce que c'est un peu comme si on nous disait, on confond une Jaguar avec un autobus, quoi. C'est un peu une explication qui avait été avancée aussi pour le monstre du Loch Ness. Oui. Mais personne n'a vu le coup, alors, apparemment. Non, il était de dos. Il était de dos. Alors, il y a aussi un autre animal dont on n'a pas beaucoup de témoignages, qui ressemblerait un peu à un tricératops. Il l'appelle Emena Kunba, ou un nom dans ce genre-là. Alors, est-ce que ce serait ça qu'ils ont vu? Est-ce que ce serait le Mokele? Mais en tout cas, c'est un animal qui correspondait à rien de connu. Tomber sur un autre cryptide. C'est pas impossible, hein. Mais ça peut être le Mokele, hein, parce qu'il me l'a redessiné après, et c'est vraiment une queue très large. Oui, comme un tricératops vu de dos, quoi. Là, c'est un témoignage d'un ingénieur blanc, connaissant le pays, qui était pas tout seul à l'avoir vu. Quelqu'un qui a priori de bonne foi. Oui, parce que pour qui contacte Michel en France, et qui, plusieurs années après, quand on passe par Douala, nous demande un rendez-vous, c'est un technicien, c'est quelqu'un de fond 4 pour lui. Hein. Qui a priori équilibré. Équilibré, oui, il avait rien d'un fantaisiste. Hein. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, hein, mais parmi les témoins de cryptides, de créatures un peu cryptozoologiques comme ça, d'animaux mystérieux, souvent ce sont des personnes, au-delà de tout soupçon. Hein. Oui. On a de tout, hein. On a des retraités, des jeunes, des gens qui travaillent, tout à fait, ce sont pas des illuminés, quoi. Hein. Et qui ont aucun intérêt à raconter des histoires. Bon, après, il y a toujours des canulars, comme je dis souvent. Il y a toujours des affabulateurs, il y en a qui racontent n'importe quoi, pour son intéressant. Mais le canular, en principe, on le détecte assez facilement. Parce que celui qui fait le canular veut le faire savoir. Il veut que les gens mordent à l'hameçon, donc il rajoute. Alors que celui qui a vu quelque chose de bonne foi, j'ai vu ça. Lui, il a pas vu le cou, il a pas vu la tête. Hein. Il a pas essayé de nous dire, oui, mais il s'est retourné, il m'a regardé. Il en a pas trop rajouté. Non, il a juste raconté ça. Et à tel point que même ils avaient des appareils photo, ils ont même pas songé à s'en servir parce qu'ils s'étaient obnubilés par le retard de leur travail. Hein. Ce qu'il laisse à penser que c'était pas un mensonge, parce que... Oui, non, je pense pas du tout. Souvent dans les mensonges, ils amplifient. Oui, ils en rajoutent, les spécialistes arrivent à détecter ça. Pour d'autres choses, des témoignages de police ou des choses comme ça.
des fois ça devient un peu... et les gens qui ont l'habitude ne s'y laissent pas prendre. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas trop d'images truquées de Mokele Membe qui circulent. Sur Internet, j'ai pas l'impression d'en avoir vu beaucoup. Non, il y en a eu du temps du lac télé. Enfin, il est toujours là, le lac télé. Mais il y en a eu, mais c'était très flou. C'était pas exploitable, quoi. Puis il y a le docteur Agnagna, là, qui lui, il l'a vu. Il l'a filmé, mais il était tellement émotionné qu'il a raté le film. Il tremblait, donc... Non, mais je crois qu'il a pas retiré le cache, ou un truc comme ça, enfin... c'est ça. Et donc, son témoignage, alors évidemment, tout le monde dit, ouais, il a inventé ça. Non, mais c'est ça. Et Michel l'a contacté, il y a longtemps. Il dit, non, je l'ai vu, mais j'étais tellement émotionné, effectivement, qu'il l'a pas pris. Dans l'affolement, effectivement. Ouais. Autrement, non, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu des vues d'avion, moi aussi sur le lac télé, c'est tellement flou que ça peut être n'importe quoi. Une tête d'épingle, quoi. Une tête, c'est comme une tête d'épingle, enfin. Oui. Puis agrandi, on voit rien. C'est pas exploitable. C'est pas exploitable. C'est pas. On n'arrive pas à avoir une preuve formelle qui nous permettrait d'affirmer que l'animal existe. À part tous les témoignages, et qui sont nombreux, réguliers, constants. Mais pour la communauté scientifique, ça ne suffit pas. Ça suffit pas, oui. Ça se comprend aussi, parce qu'il c'est ça. Tout admettre non plus. C'est pas... Mais là, ça fait combien de temps qu'on a signalé son existence? Ça fait des siècles. Ça fait des siècles, oui. Les premiers à avoir signalé leur existence, c'était des missionnaires. Je crois que c'était en 1800 et quelques. J'ai pas les dates, là, mais... Non, mais c'était il y a très très longtemps. Ah oui, ça, constamment, ça a été... l'expédition militaire allemande, c'était en 1913. Et tout le long, après, on a des témoignages, et tout récemment. Ce que je veux dire, c'est que les témoignages remontent bien avant notre ère de la surmédiatisation, d'Internet. Oui, parce que maintenant, certains nous disent, oui, mais maintenant, les jeunes, ils ont tous leur téléphone, leur iPad, ils peuvent voir des images de dinosaures, ils savent ce que c'est qu'un brachiosaure. C'est ce que nous disait d'ailleurs l'ingénieur. Vous savez, maintenant, ils sont au courant de tout ça. Mais le pygmée qui sortait de sa brousse, lui, il n'avait jamais vu un dinosaure. Et ce qu'il décrivait, ça ressemblait à un dinosaure. Puisqu'on a même dit qu'il y en a qui, au lac télé, il y avait deux Mokele qui cassaient leur filet, qui cassaient leur nasse, et ils leur ont tendu un piège, et avec des pieux, ils ont réussi à les isoler dans l'embouchure d'une petite rivière. Ils en ont tué un, l'autre s'est sauvé, ils en ont tué un. C'était en 1958, il y avait personne qui allait là-bas. Ils l'ont pas empaillé, ils l'ont pas... Ils s'en foutaient pas mal. Non, ils l'ont mangé. Ils l'ont mangé, oui, et ils ont été malades. Ils ont mangé l'épreuve. C'était de la viande, Il y a gros la viande, comme ils disent là-bas, Et ils l'ont mangé, et ils ont été malades, il paraît que certains en sont même morts. Ils ont mangé la preuve. Alors, un broussard l'a su, mais c'était à la saison des pluies, il fallait, parce que le lac télé, pour point de vue accessibilité, à l'époque, c'était une semaine de marche dans des marigots, donc, alors il a dit, bon, j'y vais pas, et après, alors, peut-être, il y a un gars qui a écrit un bouquin, il a dit, peut-être qu'à l'embouchure de cette rivière, si le cœur vous en dit, en creusant un peu, vous trouverez le squelette qui reste sur place. Elle a dû se dégrader depuis, je pense. Je pense, oui. Surtout s'ensevelir avec les alluvions. Enfin, moi qui suis plongeur, ça me fait rêver. Donc, a priori, la chair du Mokele Membe n'est pas comestible. A priori, oui. Le seul exemple qu'on a, c'est que... Maintenant, est-ce que c'est devenu légendaire? Est-ce que c'est... Mais l'histoire qu'il l'ait tué a été souvent racontée. Alors, rappelle l'endroit exact? C'est dans le nord du Congo, c'est au lac Télé. C'est un lac... tout à fait circulaire, fort peu profond. On demande si c'est pas d'ailleurs un aérolite qui serait tombé là. Parce que certains survols, lors de certains survols, les instruments se déréglaient. Donc un fort magnétisme. Donc peut-être qu'il y a... Une zone un peu mystérieuse. Oui, c'est une zone très... Alors, il y a eu beaucoup d'expéditions après, mais ils n'ont jamais rien trouvé là.
D'ailleurs, je tiens à signaler aussi qu'il y a eu une autre créature assez exceptionnelle au Congo, hein, un crocodile d'une taille énorme, mangeur d'hommes. Je suis pas sûr qu'ils aient réussi à le tuer, mais à une époque, il a fait beaucoup de victimes. J'ai vu un documentaire sur ce crocodile. Et effectivement, il y a un moment, il est filmé, il est sur la berge d'un affluent du Congo. Avec d'autres crocodiles de taille normale, il est énorme. Et je sais que, enfin, dans ce documentaire, ils avaient essayé de le capturer en mettant une cage aux barreaux extrêmement solides, avec un appât tout à fait au bord de la rivière, et qu'en fait, il est jamais venu dans la cage. Alors, je sais pas ce qu'il est devenu, mais effectivement, oui, il avait une taille tout à fait hors norme. Hein. Exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Et ouais, je l'ai vu ce documentaire aussi, il me semble. Ouais, effectivement, ils ont posé plein de pièges, ils ont tout tenté pour l'arrêter. Ouais. Et je crois qu'ils l'ont jamais arrêté en fait. Hein. Oui, je pense que ça serait su si on avait si on avait eu son cadavre. Donc, il faisait énormément de victimes sur les berges, des victimes humaines. Une fois qu'il a pris l'habitude de la chair humaine. Mais dans toute cette région de l'Afrique centrale, il y a aussi d'autres. Dans le Sud-Soudan, dans les marais du Sud-Soudan, il y a aussi des serpents géants, des sortes de lézards géants, varans géants qui sont signalés. Tout ça, ça tourne autour du bassin du Congo, dans l'Afrique centrale, quoi. Zone mal connue. Et oui, il faut le rappeler, il y a encore beaucoup de zones inexplorées, immenses, sauvages sur notre planète. Hein. Oui, tout à fait. Et dans lesquelles peuvent encore s'abriter des espèces inconnues qui ne sont pas répertoriées. Absolument. On a cartographié le monde entier pratiquement maintenant. Hein. Mais ce qui se passe sous les arbres, on le voit pas. Ce qui se passe dans les lacs, on le voit pas non plus. Alors tes projets, Serge? Les projets là-dessus, c'est d'aller de nouveau au Chutes d'Unki. On doit faire avec Michel une expédition plus longue qui partira vers la mi-janvier prochain jusqu'à pratiquement fin février. Donc on sera plus nombreux, parce qu'il y a un journaliste qui déjà était là-bas, Pascal Coqui, qui va venir avec nous. J'espère que Fabrice, notre pharmacien, viendra aussi. Il y a Michel, il y a moi. Peut-être d'autres qui viendront se joindre à nous. Donc on va essayer de monter un camp fixe en haut des Chutes d'Unki, et de là rayonner un peu dans la forêt, le plus loin possible sur les berges de la rivière, pour essayer de voir s'il y a dans ce qu'on a baptisé le monde perdu, parce que j'ai baptisé le monde perdu, un petit hommage. Un hommage à Conan Doyle, oui, bien sûr. C'est pas un hommage à Steven Spielberg aussi? Oui, Steven Spielberg, Jurassic Park. Il est venu bien après. Jurassic Park. Non, Jurassic Park, oui, mais ça... Non, il y a aussi Les Chasseurs de dinosaures, un livre d'Henri Verne. Là, ce sera un hommage aussi. Donc il y aura ça dans l'immédiat, enfin en début d'année 2017. Je dois aussi aller avec un ami plongeur et biologiste au Népal. Népal, il n'y a pas que les montagnes. Au pied des montagnes, il y a des grandes plaines herbues. Et on voudra y aller pour photographier les tigres. Il y est déjà allé il y a 2 ans. Il m'a proposé de venir avec lui. On s'est vu au Soudan ensemble pour plonger. Mais on irait à pied. Donc avec un guide quand même, parce que... Parce qu'elle est tombée sur le Yéti, hein. Ah non, le Yéti est dans les montagnes, et le Yéti, vraisemblablement, sur les flancs de l'Himalaya. Voilà, il est dans le bas, parce que dans les montagnes, comme l'a représenté Hergé, il n'y a rien à manger. Donc, quand on l'a vu, quand on le voit, c'est parce qu'il va d'un endroit à un autre, dans ces régions désertes. Mais non, il peut vivre dans les forêts très épaisses qui sont au pied de l'Himalaya. Tu vois. Juste entre la montagne et ces grandes plaines où on ira. Et la plaine, c'est vrai que c'est pas tellement adéquat parce qu'il est découvert. Oui, on peut pas se cacher. On peut pas se camoufler, on peut pas... Non, alors que des forêts très denses qui sont... permet à un animal ou à un être de cette taille-là de vivre. Parce qu'il faut qu'il se nourrisse. Hein. Alors tu t'autofinances totalement? Est-ce que tu fais appel à des sponsors? Alors, Michel a fondé une association loi 1901 qui s'appelle Ngoko, et il collecte des fonds pour les expéditions, et il aide aussi l'hôpital de Salapumbe
Il aide également les éco-gardes qui luttent contre le braconnage. Donc tous les fonds qu'il reçoit vont à ces trois, comment dirais-je, c'est pas des fondations, mais enfin, il répartit l'argent reçu par la fondation Ngoko entre l'hôpital de Salapumbe, les éco-gardes forestiers et les expéditions pour aller aux chutes de Nki, pour chasser le Mokele. Comme quoi, c'est vrai que c'est assez bon de rappeler que les cryptozoologues aussi mènent des actions humanitaires en faveur de ces territoires. Absolument. Vu l'état de dénuement de la population, on peut pas faire quelque chose. Et avec une partie de ce qui avait été versé à la fondation il y a quelques années, il y a un mécène qui a vraiment été très généreux, et on a pu construire une maternité dans l'hôpital de Salapumbe. Donc la mortalité infantile était catastrophique, hein. Et maintenant les enfants viennent, les femmes accouchent là, et on est passé de 80% de mortalité infantile à 30%. Les éco-gardes, c'est eux qui protègent la nature. Et naturellement, ils sont mal payés, mal équipés. Donc on leur amène du matériel, beaucoup, des bottes, des tentes, des choses comme ça, des VHF pour qu'ils puissent communiquer entre eux. On peut pas leur amener des armes, mais il leur en faudrait, parce que il y a un jeune éco-garde qui s'est fait tuer par les braconniers il y a quelques années. Et puis le reste, c'est pour payer l'essence, la location de la pirogue, puis tout ce qui va avec, quoi. Dans le cas où des auditeurs voudraient participer financièrement, est-ce qu'il existe un site sur Internet où les auditeurs peuvent envoyer des dons? Alors le site, c'est Mokele Membe Expédition. Et en tapant Mokele Membe Expédition, on tombe sur le blog, on tombe sur le compte-rendu des expéditions et sur les actions de la fondation Ngoko, avec l'adresse pour si on veut verser quelque chose. D'accord. Donc moi, je mettrai l'adresse du site internet aussi sur mon blog. Comme ça, ça sera plus clair. Si ça intéresse des gens. Puis ils verront les photos des chutes, ils verront les photos des campements, des pygmées. Donc on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Serge? Ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'on va trouver dans les prochaines expéditions la preuve incontestable de l'existence du Mokele Membe. C'est mon souhait le plus cher. Ça serait un beau cadeau, ça. Ça sera un beau cadeau, oui. Ouais. Et puis un grand pas réalisé pour le monde scientifique. Hein. Absolument. Ouais. Et pour la cryptozoologie, qui est souvent critiquée, et où on a du mal à s'imposer comme des gens sérieux. Exactement. C'est aussi pour ça que je souhaite aborder des thèmes qui touchent à la cryptozoologie dans mon émission. C'est parce que pour montrer qu'il y a du travail sérieux qui est fait derrière. Et en plus, moi, c'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent, donc voilà. Je trouve que maintenant, on en parle quand même plus de la cryptozoologie. Il y a pas mal d'articles qui paraissent dans des revues sérieuses. Petit à petit... les mentalités évoluent. Hein. Les mentalités évoluent, absolument. Bon, écoute Serge, je vais te laisser te préparer pour ta prochaine expédition. D'accord. Je te remercie encore vraiment d'être venu. C'est moi. De toute façon, on reste en contact. Hein. Tout à fait. En cas de découverte, tu me tiens au courant. Oui. Merci encore, et écoute, bon retour dans ton Finistère. Merci, c'est pas si loin que ça. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'aventuriers et d'explorateurs en Bretagne. Hein. Oui, c'est un peuple de voyageurs. Hein. Ouais, les marins bretons. Allez, merci encore Serge.